Commençons par un peu d'histoire. La maladie a premièrement été décrite par le Dr. James Parkinson, un Anglais, dans An Essay of the Shaking Palsy en 1817. Il l'a décrit comme suit: un tremblement involontaire avec diminution de la force musculaire dans les parties du corps au repos, et même lorsque soutenu, avec une propension à courber le tronc vers l'avant et de passer de la marche à la course, les sens et l'intellect n'étant pas atteints. Sa description était excellente. En 1872, un neurologue français nommé Jean-Martin Charcot donne le nom de Parkinson à cette maladie. Il ajoute la rigidité à la description. Ensuite, en 1981, M. Van der Waerel met au point une tulipe rouge et blanche, puis la nomme la tulipe de Dr. James Parkinson pour honorer l'homme qui a décrit sa maladie. Le 11 avril 2005, la tulipe est reconnue comme le symbole mondial de la maladie lors de la 9e journée conférence sur la maladie de Parkinson au Luxembourg. Pour ce qui est de l'épidémiologie, cette maladie touche entre 4 et 6 millions de personnes dans le monde. Au Canada, on estime que 100 000 personnes sont atteintes de la pathologie, dont environ 25 000 au Québec. La maladie est beaucoup plus présente chez les personnes âgées. Moins de 5 % des personnes atteintes se situent sous la barre des 50 ans au diagnostic, alors que 85 % ont plus de 65 ans. La maladie de Parkinson touche un peu plus les hommes que les femmes, dans une proportion de 55 pour 45. Il est maintenant le temps de mettre un peu de lumière sur les causes de cette maladie. Allons donc voir d'un peu plus près ce qui se passe d'anormal chez notre patiente. En réalité, la substance principale impliquée dans cette pathologie est la dopamine. Il est donc bien important de comprendre les effets de cette molécule sur l'organisme. Cependant, d'autres neurotransmetteurs, dont l'acétylcholine, la sérotonine et le glutamate, sont également responsables de la maladie de Parkinson. Globalement, la dopamine est un neurotransmetteur de type amine biogène étant produit par seulement 0,3 % des cellules du cerveau. Un des rôles principaux de la dopamine concerne la motricité. En temps normal, la dopamine aide le mouvement, permettant ainsi une souplesse et une coordination adéquate. Elle fait également les connexions entre la substance noire et le reste du cerveau pour agir dans le contrôle moteur. Finalement, cette molécule est associée au comportement visant la récompense. Attardons-nous maintenant à la relation entre la dopamine et la maladie de Parkinson. Cette pathologie est en réalité causée par la diminution du nombre de cellules libérant cette molécule. Ces neurones se situent dans les ganglions de la base et plus précisément dans la substance noire. En fait, 90 % des cellules produisant la dopamine se trouvent dans cette région. Ces neurones envoient normalement la dopamine aux synapses des noyaux basaux, ce qui permet le mouvement. Toutefois, lorsqu'un nombre élevé de cellules meurt, cela crée des problèmes moteurs et autres symptômes associés à la maladie de Parkinson. Lorsque l'on détecte le Parkinson, environ 80 % des neurones produisant la dopamine ne seraient plus en mesure de le faire. Toutefois, les raisons expliquant cette perte cellulaire ne sont pas réellement connues. Il y a cependant la génétique qui est considérée comme origine de cette diminution, particulièrement chez les jeunes adultes développant la maladie. L'âge, le sexe et la génétique sont 3 facteurs de risque dans le développement de la maladie. En fait, plus une personne est avancée en âge, plus ses chances de développer la pathologie sont élevées. De plus, les hommes sont plus atteints que les femmes. Finalement, si un membre de la famille de l'individu a déjà reçu un prognostic de la maladie, ce dernier sera plus à risque de la développer. Le Parkinson est un désordre moteur des ganglions de la base. Ceux-ci sont situés sous le cortex moteur et sont formés d'un ensemble de structures nerveuses. Ils font partie d'un cycle permettant de déclencher des mouvements volontaires harmonieux. Ceux souffrant de la maladie ont donc des difficultés motrices puisque les ganglions de la base sont défectueux. On peut observer une difficulté à commencer les mouvements planifiés, une lenteur d'exécution et des tremblements. Il y a 3 sous-catégories de Parkinson: akinésie, rigidité, les tremblements ou bien le type mélangé. Cependant, ce dernier ne sera pas abordé. La première catégorie contient 2 types de symptômes, les moteurs et les non-moteurs. Les signes distinctifs moteurs sont akinésie ou hypokinésie. Il s'agit de la diminution des mouvements actifs et autonomes comme l'expression faciale et le balancement des bras durant la marche. Cela résulte d'un manque de contrôle de la force fournie par les muscles. La rigidité qui résulte directement du neurone moteur supérieur, le message envoyé du système nerveux crée des contractions musculaires. Le freezing, pendant le mouvement causé par l'inhibition excessive des ganglions de la base de la région locomotive du cerveau moyen. Une mauvaise perception visuelle qui est due à un processus anormal d'identification de l'espace du lobe temporal. Une posture instable.
Des tremblements au repos constituant un signe hyperkinésique. Ce sont des tremblements rythmiques involontaires des membres supérieurs dus à la contraction des muscles antagonistes. Les ganglions de la base participent dans les fonctions non moteurs. Puisque ceux-ci sont défectueux en raison de la maladie, des symptômes non moteurs peuvent survenir. Un premier symptôme est la dépression. On retrouve par la suite la démence parkinsonienne qui entraîne une diminution de la capacité à faire des plans, à maintenir des buts orientés et à prendre des décisions. Il y a aussi une perte de l'odorat et du goût, puisque la dégénérescence affecte les régions responsables de la détection des odeurs et le goût est relié à l'odorat. Finalement, la dysfonction du système autonome cause de la constipation et de l'hypotension orthostatique. Le type tremor dominant est caractérisé uniquement par des symptômes moteurs qui se présentent principalement sous la forme de tremblements en action et au repos. Il constitue le facteur principal qui rend les activités quotidiennes plus difficiles à exécuter. La rigidité et la lenteur des mouvements sont plutôt secondaires et constituent des symptômes qui ne sont pas trop lourds pour ce type de Parkinson. Les tremblements en action peuvent survenir par exemple en mangeant ou en s'habillant. Et puis les tremblements au repos surviennent, au repos. On peut observer une corrélation entre la mort constante des groupes de neurones dans le noyau subthalamique qui fait partie des ganglions de la base et les tremblements. Malheureusement, il n'existe aucun traitement actuel qui permet de guérir la maladie ou bien de l'interrompre. Ainsi, la médication reste le traitement le plus efficace contre la maladie de Parkinson. En effet, la pharmacothérapie a pour but de réduire les symptômes qui entravent à la réalisation des activités au quotidien. Étant donné que les symptômes diffèrent d'une personne à une autre, le traitement sera également adapté selon les besoins particuliers de chacun. Par contre, il existe un dénominateur commun parmi les médicaments administrés aux patients. En effet, étant donné que de nombreux symptômes moteurs de la maladie découlent d'un manque de dopamine dans le cerveau, les médicaments utilisés viseront donc à compenser le déficit de cette molécule ou bien à imiter les effets de celle-ci. Voici donc quelques exemples de médicaments couramment prescrits. La lévodopa est une molécule qui possède la particularité de pouvoir être transformée naturellement en dopamine dans le cerveau, ce qui permet de contrer le débalancement chimique. Les agonistes dopaminergiques, quant à eux, imitent la dopamine en agissant directement sur les récepteurs dopaminergiques postsynaptiques. Finalement, ce dernier médicament prolonge l'effet de la dopamine en empêchant sa dégradation qui se produirait normalement par l'action de l'enzyme monoamine oxydase. Pour ce qui est des effets secondaires, il est normal de ressentir lors des premières semaines de l'administration de nouvelles médications, de la nausée, des vomissements ainsi que de la somnolence. Il est à noter que les symptômes non moteurs sont traités au moyen de d'autres médicaments, ce qui peut engendrer des interactions. Le dilemme réside donc dans le fait que certains traitements pour les symptômes non moteurs risquent d'aggraver les symptômes moteurs et vice-versa. Éventuellement, à un stade plus élevé de la maladie, les effets secondaires peuvent se traduire par des réactions de nature psychiatrique telles que des hallucinations ou des rêves d'apparence réelle. D'une autre part, il est également recommandé d'être actif puisque à long terme, les personnes atteintes améliorent grandement leur qualité de vie et plusieurs témoignent réussir à atténuer leurs symptômes par cette méthode. En effet, les activités aérobiques ont un effet positif sur la lenteur, la rigidité ainsi que sur l'humeur. Les activités de souplesse influent sur la posture et la capacité à marcher, ce qui facilite les activités quotidiennes. Les activités de renforcement permettent une plus grande force qui peuvent aider dans des événements tels que se lever d'un fauteuil. Puis finalement, les activités d'équilibre aident à réduire les risques de chute. En dernier recours, il existe également une intervention chirurgicale nommée stimulation profonde du cerveau. Il s'agit d'une option qui est seulement envisagée dans le cas de l'échec d'une pharmacothérapie. Cette procédure consiste à insérer 2 électrodes dans le cerveau qui ciblent les régions spécifiques pouvant contrôler les tremblements ou les mouvements involontaires. Ces électrodes sont reliées à un stimulateur implanté sous la peau qui délivre un courant électrique continu et module les séquences de signaux anormaux émis par le cerveau. Les patients qui reçoivent un traitement médical optimal connaissent une amélioration moyenne de 26% de leur qualité de vie contre une absence d'amélioration chez les patients qui sont traités